Il s'agit vraiment d'un sujet qui nous tient très à cœur dans la relation et la coopération que la France peut conduire avec les pays partenaires d'Europe centrale et en particulier avec la Slovaquie. Euh, Pourquoi? Parce que qui dit l'évolution de l'université, l'enseignement supérieur de la recherche, dit évidemment l'évolution de la vie intellectuelle, du débat d'idées, mais aussi de la vie revendicative dans ces pays. Comme vous le savez tous, les manifestations étudiantes à Bratislava de novembre 89 ont eu pour foyer principal l'université de Comenius et les universités slovaques. On a tous à l'esprit la figure de Jaroslav Kusy, qui était un des signataires slovaques de la Charte 77, qui a joué un rôle très important ensuite dans la défense de la liberté académique en Slovaquie et en Tchécoslovaquie de l'époque, et qui est devenu très vite le président, le recteur de l'université de Comenius, donc qui s'est battu constamment pour sortir l'université de l'emprise idéologique et d'en faire un lieu de liberté académique très important. Voilà. De même, cette tradition s'est perpétuée puisque plus récemment, en mars 2018, c'est à nouveau le foyer des universités, des étudiants, des centres de recherche qui s'est mobilisé pour manifester après les assassinats des journalistes, du journaliste Yann Tessiak et de sa compagne. Donc c'est dire que les universités, la recherche sont des capteurs sensibles de l'état de la santé, je dirais, de la vitalité de l'état de droit dans cette région. Et c'est évidemment un sujet qui était très important, qui nous tient à cœur comme Français et dans le cadre de la relation entre la France et l'Europe centrale. Voilà, donc capteur sensible et indicateur de l'état de droit à travers la force de la liberté académique. Et il me semble que, mais ça je pense que les experts et les débats le diront, on a en Slovaquie en tout cas une vitalité importante en matière de liberté académique. On a parlé des universités, des centres de recherche, mais il faudra aussi élargir aux think tanks qui sont aussi des acteurs extrêmement actifs dans ce pays et du monde associatif qui coopèrent beaucoup aussi avec les universités. C'est important donc pour l'état de droit, mais aussi un indicateur et aussi un moteur du développement économique du pays. C'est évidemment point important dans une période de révolution technologique, le passage d'une économie industrielle à une économie 2.0, 3.0, 4.0. L'importance qui est attachée par le gouvernement à l'investissement en matière de recherche, investissement public, investissement privé. Il y a là des comparaisons intéressantes, puisque, comme le disait M. Hurtaud, on a à la fois des observateurs et des analystes ancrés en République tchèque, d'autres en Slovaquie. Les politiques de ces deux pays en matière de recherche de R&D sont assez différentes. La Slovaquie a une université qui est dynamique, mais peut-être l'investissement en matière de recherche n'est pas le même et de développement n'est pas le même que celui de la République tchèque, qui en a fait une de ses priorités. Ça se calcule budgétairement avec des niveaux de près de 1% du PIB consacré à la recherche, ou même parfois moins en Slovaquie, alors que c'est beaucoup plus en République tchèque. Donc, cela contribue aussi à déterminer l'évolution, le développement économique et la capacité d'innovation, d'ouverture aux nouvelles technologies. Donc, c'est de ce point de vue, effectivement, important et dans l'évolution des pays. Autre point significatif, c'est que la coopération universitaire, l'évolution de l'université est liée et dit beaucoup de l'ouverture internationale du pays. Évidemment, on est passé d'une recherche qui s'inscrivait dans le bloc socialiste à l'intégration dans un espace européen de recherche, qui se traduit aussi, compte tenu des rapports de force, à des mobilités très importantes ou à parfois des fuites de cerveau. Donc là aussi, c'est un sujet qui est important, qui est sensible en Slovaquie, qui se déduit aussi du point précédent, c'est-à-dire la question de l'investissement qui est mis en matière de recherche et d'université. La Slovaquie souffre d'une fuite des cerveaux considérable, et notamment au bénéfice de la République tchèque. Donc ça, je pense que c'est aussi un sujet qui est un point important à étudier. Évidemment, la recherche aussi a une création de liens.
de coopération d'avenir. C'est aussi avec Erasmus la constitution, la formation de l'identité européenne à travers les nouvelles générations. C'est au cœur du plan national de résilience et de relance de la République slovaque. C'est 25% de ce plan. Donc, c'est au cœur des priorités du nouveau gouvernement. C'est aussi au cœur de nos priorités, nous, à la coopération entre la France, la Slovaquie et l'Europe centrale. Je pense que les projets sont en réflexion entre nos deux pays et à bon droit. C'est à travers la recherche, à travers le débat d'idées, à travers la coopération et la mobilité universitaire que l'on développera, qu'on fera de la façon la plus solide une Europe intégrée, unie, plus forte et capable de répandre ses valeurs, ses libertés dans un monde qui est particulièrement troublé. Voilà, j'étais un peu bavard, mais voilà, je veux dire à quel point les thèmes que vous allez aborder aujourd'hui et l'évolution de ces sujets sont particulièrement pertinentes et intéressantes pour tous les diplomates européens et tous les porteurs du projet européen qui comptent beaucoup sur l'Europe centrale. Merci à nouveau aux organisateurs et à tous les participants. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, c'était plus qu'un mot d'accueil, c'était déjà un pré-cadrage de la discussion. Effectivement, la notion à la fois de liberté académique, de valeurs centrales dans le monde académique, mais aussi la question de l'investissement ou du sous-investissement pour la recherche. Et puis enfin, bien sûr, cette problématique très, très propre à la Slovaquie, qui est la fuite des cerveaux. Je suis sûr qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je laisse la parole maintenant à ma collègue et adjointe, qui a aussi beaucoup d'autres cordes à son arc, puisqu'elle est, au-delà d'être adjointe de direction au CEFRES, historienne et bibliothécaire, Claire Madel. Merci Jérôme. Bonsoir à tous. Le CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales, est donc très heureux de s'être associé au service de coopération scientifique de l'ambassade de France en Slovaquie pour l'organisation de cette table ronde. Mener une réflexion sur la recherche, sur ses méthodes, sur ses pratiques, sur ses implications politiques et sociales correspond à plusieurs des missions d'un centre de recherche à l'étranger. C'est tout d'abord pour nous indispensable de réfléchir sur ces sujets dans le cadre de la formation de jeunes chercheurs, des jeunes chercheurs que nous accueillons au centre. Ensuite, l'activité même du CEFRES, qui est la mise en réseau entre les pays de Visegrad et la France pour ce qui concerne la recherche, nous amène à créer des partenariats très étroits avec les institutions universitaires et de recherche. Et donc, on peut dire que le CEFRES est à la fois observateur et acteur dans ce monde de la recherche. Et puis, au quotidien, finalement, faire l'expérience d'être un chercheur expatrié, eh bien, c'est aussi faire l'expérience de la différence des systèmes de recherche et universitaires, et la réflexion comparative et critique vient donc est au cœur de notre travail. Et puis, il y a une autre dimension à cette table ronde qui est plus conjoncturelle, puisque le CEFRES a été créé en 1991 et célèbre donc cette année le 30e anniversaire de sa création. Et donc, cette table ronde s'inscrit dans un programme qui est échelonné tout au long de l'année, et qui verra par exemple l'organisation de 2 colloques à Prague, l'un sur les transformations du monde de la recherche de façon transversale et européenne, qui aura lieu le 27 et le 28 mai, et un sur les libertés académiques qui aura lieu au début de l'automne au mois d'octobre. Nous avons essayé d'impliquer les 4 pays de Visegrad, et à ce titre, le 15 juin aura lieu un colloque organisé, ou une journée d'études plutôt, sur le thème du genre et des libertés académiques, organisé par un groupement international de recherche sur les gender studies, pour lequel le CEFRES va assurer la participation de chercheurs hongrois. La table ronde aujourd'hui nous permet donc de nous pencher sur le cas de la Slovaquie. Si l'on regarde l'activité du CEFRES, la présence de chercheurs slovaques peut sembler assez discrète
parce qu'elle passe bien souvent par des affiliations à des universités autres que slovaques, en particulier tchèques et françaises. Et cette constatation qu'a déjà faite Monsieur l'ambassadeur, je pense, sera développée dans notre discussion de la même façon que la question de l'internationalisation de la recherche, qui aussi, à ce titre, touche fortement la Slovaquie. Donc, je nous souhaite de bons débats et je te rends la parole, Jérôme. Merci Claire, merci. Alors moi j'ai l'honneur de modérer ce débat, cette table ronde dont le thème effectivement revêt une importance particulière pour nous ici au CEFRES, puisque nous avons effectivement décidé de placer notre 30e anniversaire sous la bannière ou sous la valeur de la liberté académique et des libertés intellectuelles, et de profiter de cet anniversaire pour nous arrêter un moment sur des transformations qui sont très rapides, qui sont considérables et qui affectent, dans le bon ou le mauvais sens du terme d'ailleurs, notre monde, notre univers académique, que ce soit l'enseignement supérieur ou la recherche. Ça concerne la France, bien sûr, mais aussi la République tchèque, comme la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, l'ensemble des pays de Visegrad, et j'allais dire l'ensemble de l'Europe. Alors, cette table ronde est en effet le premier volet d'une série d'événements anniversaires, et je suis très heureux que cette première étape puisse avoir lieu en Slovaquie. Et pourquoi ? Et qu'elle concerne au premier chef la Slovaquie, car c'est un pays qui compte tout autant que les autres dans la région de Visegrad, et qui peut-être aussi par sa position géographique particulière est en quelque sorte en son cœur et entretient des liens très importants avec tous les autres. Bien sûr avec la République tchèque, peut-être même de manière principale, mais aussi avec la Hongrie et la Pologne. Les processus qui affectent donc la Slovaquie sont en quelque sorte un analyseur des évolutions qui touchent plus généralement l'ensemble de l'Europe, dans tous les domaines, j'allais dire, mais en particulier celui qui nous intéresse ce soir, à savoir le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en particulier parce que c'est un petit peu nous ce que l'on fait au quotidien, et puis c'est l'identité même du CEFRES, les sciences sociales et humaines. Alors, je voudrais organiser le débat de ce soir le long d'un fil conducteur qui serait celui de l'autonomie de la recherche et la liberté intellectuelle, pour faire référence à la notion de liberté académique dont parlait tout à l'heure monsieur l'ambassadeur. Après 89, la Slovaquie a renoué avec le principe des libertés académiques. Le desserrement de la contrainte politique a rendu possible de nouvelles problématiques, permis l'usage de nouvelles méthodes, rendu possible l'accès à des terrains de recherche nouveaux, plus nombreux, plus diversifiés qu'avant. L'accès à des mobilités, à des coopérations internationales, jusque-là limitées, voire empêchées par le pouvoir communiste, ont ouvert les milieux académiques à l'extérieur, au-delà de leurs frontières. Devenu plus autonome, le monde académique, après 89, a en quelque sorte repris en main son destin, et la réorganisation institutionnelle a permis l'émergence de disciplines autonomes, a permis de consacrer le principe de la pluralité aussi des filières, tout en donnant l'accès à l'enseignement supérieur à un nombre croissant de bacheliers. Et l'entrée dans l'Union européenne, en 2004, a sans doute favorisé cette évolution en actant en quelque sorte l'insertion de la Slovaquie dans un espace européen de la recherche qui lui-même était en voie de formation et de consolidation. Alors, est-ce que ce que je viens de raconter n'est pas un récit au fond trop idéalisé ? Et c'est là-dessus que j'aimerais que ce soir on s'arrête un petit peu. Cette première, ce qu'on pourrait appeler cette première dépolitisation, a-t-elle vraiment permis que se constitue une recherche suffisamment autonome, débarrassée de toute contrainte, de toute injonction extérieure? Les chercheurs ont-ils acquis une liberté suffisante? Sont-ils maîtres de définir leur objet de recherche, de susciter des coopérations, etc., etc. Et les institutions elles-mêmes, d'enseignement comme de recherche, ont-elles obtenu les garanties nécessaires à leur indépendance? Je pose ces questions parce qu'en fait, parallèlement à ce recouvrement de l'autonomie et de la liberté scientifique en Europe centrale après 89, en fait, c'est l'ensemble du monde académique en Europe qui a connu des transformations structurelles majeures et qui ont pu susciter des inquiétudes, voire de véritables résistances dans un certain nombre de pays. Je pense notamment à la France, ça n'étonnera personne, mais aussi ailleurs. La stratégie de Lisbonne, qui a été actée en 2000, et le façonnement d'une économie de la connaissance dans le cadre d'une Europe désormais néolibérale,
à valoriser des notions qui jusque-là étaient en quelque sorte secondaires. Compétition, compétitivité, utilité sociale, management des équipes de recherche, évaluation des chercheurs, évaluation des contenus, classement des revues, évaluation des institutions. Tout cela, en fait, a affecté l'ensemble des milieux académiques européens, y compris, bien sûr, en Europe centrale. Et donc, l'une des questions qu'on pourrait poser, comment la Slovaquie et comment le monde académique slovaque s'est-il positionné, en fait, dans cette évolution? La valorisation de la recherche sur projet, par exemple, est-ce qu'elle a, comme ailleurs, pu mettre en péril, alors avec évidemment des nuances, bien évidemment, la recherche fondamentale? Quelle est la stratégie aussi des différents gouvernements slovaques en matière de recherche publique, de financement de la recherche, de recours à des financements extra-étatiques, de financement privé, etc., etc. Est-il abusif d'affirmer, comme certains le font, qu'au fond, la disparition de la contrainte politique, si on schématise un petit peu, après 89, aurait laissé le libre champ à d'autres forces, peut-être moins politiques au sens propre du terme, mais tout aussi comment dire, puissantes, à savoir les lois du marché. Comment les chercheurs slovaques perçoivent-ils ces évolutions? Comment se positionnent-ils par rapport à elles? Une récente réforme, par exemple, de l'enseignement supérieur en Slovaquie a constitué une pomme de discorde. Nous aimerions beaucoup en comprendre les enjeux, justement, et je suis sûr que parmi ceux qui assistent à cette table ronde, tout le monde ne connaît pas, disons, les évolutions qui touchent la Slovaquie et ne sont pas forcément au courant, justement, de ces différents débats. Donc, nous aimerions beaucoup les poser ce soir. Alors, pour répondre à toutes ces questions et à d'autres qui ne manqueront évidemment pas d'apparaître au cours du débat, je suis évidemment très heureux d'accueillir 4 intervenants de qualité. Peter Terem, qui interviendra le premier, est professeur de relations internationales et vice-recteur pour les sciences et la recherche de l'université Matai Bell de Banska Bystrica, j'espère que je prononce bien, et il prendra la parole en rappelant les grandes évolutions qui ont marqué le monde académique slovaque depuis 89. Adam Hudek est un historien rattaché à l'Institut d'histoire de l'Académie slovaque des sciences. Il est spécialiste de l'historiographie slovaque, en particulier pendant la période communiste, mais aussi après. Et il nous parlera plus précisément de la trajectoire de l'Académie, des chercheurs de l'Académie slovaque des sciences après la chute du communisme, et puis aussi suite à la scission entre la Slovaquie et la République tchèque, puisque, à ma connaissance, en fait, il y avait une académie tchécoslovaque jusque-là. Je passerai la parole ensuite à Étienne Boisserie, qui est historien, maître de conférence à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et co-directeur du Centre de recherche Europe-Asie. C'est un des principaux spécialistes de l'Europe centrale et en particulier de la Slovaquie en France. Et il connaît très bien le contenu des recherches en Slovaquie et sur la Slovaquie depuis 89. Et puis, je donnerai la parole à Dagmar Kuza, qui est politologue, enseignante-chercheuse à l'École internationale de Bratislava pour les arts libéraux, qui, je crois, nous introduira justement, disons, à l'actualité qui affecte aujourd'hui le monde académique, c'est-à-dire au débat que l'on connaît aujourd'hui en Slovaquie quant aux fins et moyens de la recherche publique, quant à la pertinence de réforme de l'enseignement supérieur et quant à la question, bien sûr, qui, comme vous le voyez, est un fil conducteur des libertés académiques. Voilà, donc je m'arrête là et je donne la parole donc à Monsieur Peter Terem. Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir participer. Et je vais renouer à ce que Monsieur l'ambassadeur vient de dire, c'est-à-dire que le novembre 1989 nous a ouvert beaucoup de possibilités et il nous a montré la rapidité, avec la célérité avec laquelle les sciences et l'enseignement supérieur peut développer s'il n'est pas freiné. Moi, j'étais participant à la révolution de velours et malgré le fait qu'on est un peu
que maintenant on vit dans une période un peu moins réussie, je suis quand même très reconnaissant et je suis heureux de pouvoir vous parler maintenant. Monsieur l'ambassadeur a déjà mentionné les sujets clés. Donc, c'est la question des libertés académiques, la question de dépolitisation ou l'impact de la politique sur l'enseignement, les sciences et la recherche, et l'internationalisation et la numérisation. Moi, je suis active dans les relations internationales. Donc, en fait, j'ai un certain biais par lequel je regarde sur ce problème. Et donc, moi, j'ai l'impression que les sciences et la recherche sont la nécessité essentielle pour pouvoir développer la compétitivité, une société inclusive et durable. L'enseignement, les sciences et la recherche avec la culture sont l'un des outils les plus efficaces du soft pouvoir, soft power. Et donc, en fait, il ne s'agit pas seulement d'un rôle indicatif. Et même les petits pays en tant que Slovaquie peuvent être attrayants via la science et la recherche. Ce pays peut proposer une stabilité politique, les garanties pour les investissements étrangers, mais aussi un système de qualité d'enseignement et un potentiel dans les sciences et la recherche. L'orientation de la science slovaque depuis 1989 est marquée par la sous-estimation du rôle de la mission de la recherche et de la science. Il faut se rendre compte du fait qu'après les transformations de 89, c'est une transformation économique et politique radicale qui s'est lancée. Donc, en fait, c'était le passage d'une économie gérée ou centralisée vers une économie ouverte. Malheureusement, les tendances progressistes de l'époque ont accentué les impacts négatifs de la transformation, à savoir la sous-estimation du rôle de la science et de la recherche. Et donc, en fait, cette sous-estimation était résultat d'une sous-compréhension ou compréhension non suffisante. Parce qu'en fait, le début des problèmes sociétaux et économiques dans l'ancienne Tchécoslovaquie, c'était dans la période où les pays comme les États-Unis ont commencé à se transformer vers une économie industrielle. En Europe, le terme société d'information a apparu en 1963. Les tentatives de réforme en Tchécoslovaquie ou en Slovaquie dans les années 50, 60 jusqu'à 69 ou 90. Donc, ces tentatives ont été ratées ou non réussies parce qu'elles n'ont pas dépassé le cadre de l'économie industrielle. Parce qu'en fait, les valeurs étaient produites uniquement par la production ou les opérations bancaires. Donc, en fait, la priorité, c'était de sauver l'industrie, l'agriculture et le secteur bancaire. Et en fait, ce n'était que par la suite où les priorités devaient passer vers l'enseignement, la recherche et la science. Mais dans les pays développés, déjà au début des années 90, ils se rendaient compte du fait que c'était un tout indissociable. Donc, en fait, quand on investit dans la recherche, dans l'environnement, etc., ça a des impacts sur l'amélioration de la compétitivité du pays. Donc, en fait, les pays qui réussissent, ce sont ceux qui sont conscients du rôle et de l'importance des compétences et de la connaissance. Donc, en fait, la proportion de la recherche et de la science sur PIB
est chez nous assez peu élevé. Donc, nous, en tant que pays, on n'a pas la mer, on n'a pas les ressources naturelles. Donc, pour nous, la seule possibilité, c'est d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Slovaquie. Si on compare les dépenses à la recherche et à la science dans les donc données statistiques sur l'OSCE2, donc dans les pays de l'OCDE, en fait, c'est 2% de PIB à peu près. En 2019, la moyenne, c'était 2,45%. En France, ces dépenses n'ont pas passé au-dessous de 2%. Donc, ça n'a jamais passé au-dessous. Dans les pays de V4, c'est uniquement la République tchèque qui commence à s'approcher de ces niveaux. Donc, c'était 1,94. En Hongrie, ça augmente aussi, c'est 1,5 à peu près. En Pologne, en 1919, c'était 1,3%, mais en Slovaquie, malheureusement, en 2000, c'était 0,3% PIB entre 2005 et 2009. Donc, c'était la croissance économique record de 7 ou 10% du PIB. Donc, ce pourcentage était moins de 0,5% du PIB. Et en 2019, c'était 0,8% du PIB. Si je veux comparer avec les autres pays, les États-Unis, c'est au-dessus de 3%, Israël, c'est 5%. Donc, si le gouvernement ne prend pas pour priorité l'amélioration du potentiel humain, donc qui est la condition sine qua non des investissements étrangers, le pays va perdre l'espoir pour un avenir optimiste. Donc, les 10 années du financement massif public en Finlande a servi de catalyseur et en fait, ça a vraiment amélioré les investissements dans la science et la recherche. Donc, l'enseignement, la science, la recherche est sous-estimée, sous-financée, et ça a l'impact sur la décroissance de la qualité. En fait, c'est la marginalisation. C'était à la marge des intérêts de chaque gouvernement. Et sur tous les niveaux de l'enseignement, il y a un sous-financement qui est sensible. Et en fait, ça a pour impact la diminution du potentiel d'innovation du pays. En ce qui concerne la compétitivité de la Slovaquie, elle est toujours en décroissance. Le Forum économique mondial en 2019 a publié un rapport sur la compétitivité et la Slovaquie était sur la position 140 quelque chose parmi 180 pays. Donc, en fait, c'est vraiment une mauvaise position. L'Institut français pour le développement du management, la Slovaquie prend les positions assez peu élevées et en fait, chaque année, on est en décroissance. On marque toujours des résultats qui sont encore pires. Et même en 2020, c'était l'Ukraine qui a dépassé la Slovaquie. La première position, c'était Singapour, ensuite Danemark et après, c'était la Suisse. Donc, les données statistiques disponibles nous montrent que la Slovaquie n'a pas d'espoir pour rattraper le retard parce qu'en fait, nos dépenses sur la science et la recherche ne font même pas une moitié de ce qui est la moyenne des pays développés. On a des procédures d'évaluation de la science, de l'enseignement, etc., mais ça n'améliore pas la qualité. Il y a une charge administrative, un fardeau bureaucratique. Il faut toujours
il faut toujours démontrer l'efficacité de l'absorption des subventions étatiques. Donc, en fait, on n'est pas capable de saisir les tendances progressives, mais par contre, on est en train d'introduire les systèmes d'évaluation de la qualité. On change toujours les structures, les formes. Il y a une gestion directive, bureaucratique, administration assez compliquée qui, en fait, chasse beaucoup d'initiatives qui seraient bonnes. Donc, à long terme, les autorités compétentes ne veulent pas discuter sur le niveau des entrées, parce qu'il n'y a pas de discussion sur la réalité des sorties qui sont attendues par rapport aux entrées qui sont réelles. Et donc, il faudra que cette communauté participe de façon plus active dans les discussions sur la possibilité d'améliorer ou de sensibiliser le public sur l'importance de la recherche et de l'enseignement dans la société. Bien sûr, nous devons faire encore plus pour que la société soit sensible à la valeur d'une science d'excellence et qu'elle soit prête à nous soutenir. Bien sûr, l'adhésion à l'Union européenne nous a apporté beaucoup de possibilités et le fait que la Slovaquie est membre de l'Union, ça a un impact positif sur le financement de la recherche et de l'enseignement. Parce qu'on a l'espace européen de la recherche et donc qui a un impact positif sur les conditions du fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur. On a des possibilités de participer aux partenariats, aux projets internationaux, mais il n'y a pas de soutien global étatique de l'internationalisation de l'enseignement et de la recherche. Et le gouvernement ne fait pas suffisamment pour attirer les activités internationales. Donc, pour conclure, je peux constater qu'il ne faut pas être satisfait à long terme de la transformation des connaissances qu'on puise quelque part ailleurs. Il faut vraiment produire nos propres connaissances et il faut tirer profit de tous les avantages qui sont offerts par l'adhésion à l'Union européenne et il faut profiter de toutes les possibilités qui ont été provoquées par les transformations après 89. Merci beaucoup de la possibilité de parler. Merci beaucoup pour ces premiers mots et pour avoir insisté sur cette question du sous-financement de la recherche en Slovaquie. On reviendra là-dessus dans la discussion. Moi, je serais intéressé de savoir aussi quelles sont les causes profondes de ce phénomène. Pourquoi finalement l'État et les différents gouvernements restent sourds à cette attente de la part des mondes académiques? Est-ce que ça ne révèle pas aussi peut-être la faiblesse des mondes académiques, des milieux académiques à se faire entendre? Il y a certainement des raisons sociologiques et politiques autres qu'institutionnelles qui mériteraient peut-être d'être discutées. Je laisse ça pour le débat de tout à l'heure, afin de donner la parole à notre deuxième intervenant, Adam Hudek, donc, que je rappelle, qui est historien à l'Académie slovaque des sciences. Donc, Adam, c'est à vous. Mon intervention portera sur l'Académie slovaque des sciences, qui est un institut un peu spécifique et qui se focalise sur la recherche et les sciences et n'a pas de vocation pédagogique. L'Académie slovaque des sciences a été créée en 1953 et pendant le communisme, il s'agissait d'une branche autonome de l'Académie tchécoslovaque des sciences. Les mêmes institutions existent un peu partout dans le bloc communiste et c'était les institutions de type soviétique. Leur objectif était la centralisation de la recherche de pointe
sans obligation d'enseigner. L'Académie slovaque des sciences est devenue très vite la principale institution de recherche et des sciences et elle assume son rôle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est composée de 50 centres de recherche en sciences naturelles, techniques et humaines. Et il y a des instituts, des centres, si vous voulez, avec 200 employés jusqu'au tout petit centre de recherche avec 10 employés. Donc, un institut très hétérogène avec parfois des intérêts divergents. Comme je l'ai déjà constaté, ou comme il a été déjà constaté, en 1989, nous nous sommes ouverts vers le monde. Nous avons, d'un jour à l'autre, eu la chance de devenir partenaires dans les projets internationaux et d'obtenir des financements extra-budgétaires de l'étranger. Les changements nous ont obligés de s'adapter à l'économie de marché. Les nouvelles élites politiques de la Slovaquie indépendantes ont porté nettement moins d'attention, comme les élites communistes, à la recherche. Pendant le communisme, les dépenses s'élevaient à 4% du PIB à la recherche. Et quand vous avez eu la chance ou la possibilité d'entendre aujourd'hui, c'est très, très peu. Il y avait donc une diminution importante de la partie du PIB consacrée à la recherche. Il y a donc une fossée, il y a un clivage entre ce que tous les gouvernements slovaques déclarent et ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent. Il y a toujours une pression pour l'efficacité. En 1990, il y avait 6 000 employés. Aujourd'hui, il y en a 3 000, la moitié. Bien évidemment, ce n'est pas seulement les soucis avec le financement où je vois un problème unique aussi parmi nos voisins. Il y a quelques problèmes qui sont très typiques pour la science slovaque et ce sont les priorités de long terme dans le domaine de la science. Quand on crée le budget de l'Académie, il s'agit plutôt des décisions ad hoc renouvelées chaque année. Il est très difficile de se projeter à l'avenir si on ne connaît pas le budget de manière plus prospective. C'est-à-dire, depuis 30 ans, nous nous sommes focalisés sur la justification de notre existence même. Il y a bien évidemment des projets internationaux, les possibilités d'obtenir les ressources extra-budgétaires de l'étranger. Et c'est très important pour nous. Et pour cette raison, l'Académie slovaque des sciences a très rapidement cherché à se positionner à l'étranger. En 1993, après la scission de la Tchécoslovaquie, l'Académie slovaque a commencé à chercher ses partenaires internationaux. En 2004, au moment de l'adhésion
à l'Union européenne, nous avons tout de suite commencé à devenir partenaires dans les projets européens. Nous avons eu beaucoup de succès, d'une part, mais d'autre part, il faut tout de suite ajouter que le succès, c'était surtout les projets dans les sciences techniques et naturelles. Les sciences humaines et les sciences sociales étaient dans une situation complètement différente. Les projets étaient surtout nationaux et les chercheurs dans le domaine des sciences sociales et humaines ont dû chercher les sources, soit dans les schémas de subvention nationaux ou dans les pays de V4. Notre partenaire principal est devenu l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'héritage de l'histoire. C'est l'Allemagne qui s'intéresse le plus à l'Europe centrale. C'est l'histoire. C'est l'Allemagne qui a un véritable réseau d'instituts de recherche qui se focalisent sur les études de l'Europe centrale. Enfin bref, l'Allemagne nous connaît parfaitement. Depuis quelques années, nous sommes très actifs dans le domaine des grands schémas de subvention européens. Les sciences sociales et humaines sont soumises à une critique farouche avec les arguments tels que les instituts de recherche dans le domaine des sciences humaines ne sont pas capables de se positionner bien sur la scène internationale. Les élites politiques, la direction de l'Académie Sciences nous poussent à se vendre, entre guillemets, à ce que notre voix soit plus audible. La situation actuelle en Pologne et en Hongrie peut détruire un peu l'intérêt que la scène internationale a commencé à montrer. Rien n'est perdu. Il faut être suffisamment innovant et peut-être sortir du contexte régional. Et cela n'est pas du tout facile. On est toujours dans cette situation financière fortement instable. Cette précarité nous empêche à être un partenaire fiable à l'international. Nous arrivons donc à la situation paradoxale que, par exemple, mon institut d'histoire officiellement n'est pas partenaire dans les projets internationaux, mais ses employés sont impliqués dans de nombreux projets internationaux, mais eux, en tant que personnes physiques, l'Institut n'est pas très pris à bord. Merci de votre attention. Bon, d'avoir finalement prolongé une analyse assez pessimiste, voire triste de la situation. Mais nous y reviendrons tout à l'heure avec cet exemple de l'Académie slovaque des sciences. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est tout de même qu'un certain nombre de chercheurs parviennent à entrer et constituer des réseaux internationaux, mais il est vrai que les institutions elles-mêmes, apparemment, ne suivent pas. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Notre prochain intervenant interviendra depuis Paris. Je suis très heureux de l'occasion qui nous est donnée de réfléchir sur les transformations du paysage académique et de la recherche en Slovaquie au cours des 30 dernières années. Alors, mes collègues ont une expérience directe, concrète de cette évolution,
Pour ma part, j'en suis qu'un observateur extérieur depuis 20-25 ans environ. Et donc, il y a certains aspects qui m'ont sans doute échappé. Et donc, mon propos aura deux limites que je préfère indiquer tout de suite. D'une part, je n'évoquerai ici que la dimension historienne avec laquelle je suis plus familier, une dimension qui a été évoquée par Adam Houdek. Et d'autre part, je n'évoquerai cette dimension que comme un observateur extérieur, comme un praticien qui n'est pas confronté au quotidien de la vie institutionnelle de la recherche académique slovaque. Alors, avec ces limites-là, je privilégie ici, pour ces quelques mots, une approche plutôt d'ordre historiographique, de perception que j'ai de l'évolution de l'historiographie slovaque, même si beaucoup des choses qui ont été dites par Peter Terem et par Adam Houdek me parlent. Donc, approche plutôt historiographique et avec une perspective un peu thématique. Alors, pour le dire simplement, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire slovaque dans la seconde moitié des années 1990, se déroulait, c'était l'élément majeur, une lutte très intense pour le récit national, ou autour du récit national, avec des catégories très classiques qui étaient marquées par la question de la relation tchécoslovaque. Ce sont des débats qui renvoyaient à des positions très tranchées, où l'Académie des sciences, en particulier l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences, était accusé de propager des travaux anti-slovaques marqués par le tchécoslovaquisme ou le bolchevisme, ou les deux. Et cette période, a posteriori, peut sans doute être regardée comme une forme un peu différente, une poursuite de la très forte politisation de la science historique, politisation que Adam Houdek a très bien analysée pour la période 48-68, mais il y a d'autres analyses aussi pour les périodes ultérieures. Et en fait, il m'a semblé qu'à ce moment-là, l'historiographie se concentrait beaucoup sur les grandes questions structurelles de l'État commun, avec en même temps une tension, un point de tension très aigu autour de la question de l'État slovaque. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte de l'indépendance récente, dans la deuxième moitié des années 90, l'Académie des sciences était au centre d'un très fort jeu d'influence et de contrôle sur le récit national, avec des institutions concurrentes qui étaient très valorisées. Et puis, ce conflit historiographique des années 90 a semblé s'estomper progressivement au tournant du siècle. Alors, il y a certainement un effet de l'alternance politique, mais des effets d'un autre ordre. L'éruption d'une nouvelle interrogation sur les grands paradigmes de l'histoire slovaque. Et cette interrogation, dans un contexte un peu plus apaisé, a été portée par la génération expérimentée des académici, si j'ose dire. Et du coup, entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, il m'a semblé qu'il y avait eu un très grand travail porté par cette génération, mais pas seulement, grand travail, j'allais dire, méthodologique certainement, épistémologique peut-être, qui a été mené, une véritable interrogation historiographique, menée donc par les hommes qui publiaient déjà avant 89, même parfois avec des difficultés, et qui avait été au centre de la réflexion historique des années 90, et également par ce que j'appellerais une génération intermédiaire. Je pense en particulier à Milan Zemko ou à Elena Manova, qui ont joué un rôle important dans le renouvellement de ces questionnements. Et cette évolution, en fait, elle s'est accompagnée de l'ébauche d'une transformation thématique, de travaux inédits. Je travaille peu sur après 1945, mais je travaille beaucoup sur avant, et en particulier sur le 19e. Et j'ai observé comment, progressivement, dans les années 2000, le 19e siècle a été de moins en moins considéré en fonction du paradigme de l'oppression, comment le passé hongrois a été réintégré, digéré, absorbé par le récit national, et qui s'est du coup profondément transformé.
Et puis vers la fin des années 2000, et puis depuis la fin des années 2000, c'est-à-dire depuis un peu plus d'une dizaine d'années, ce qui m'a semblé très frappant, encore une fois avec le prisme qui est le mien, qui concerne principalement les travaux sur l'avant 1945, c'est que les objets et les outils d'analyse se sont considérablement diversifiés. Certainement sous l'influence d'une meilleure circulation internationale, ça a été évoqué, certainement sous l'influence de plus grandes opportunités d'échange, ça a été aussi évoqué, certainement aussi en raison de l'émergence d'une nouvelle génération ou la maturation d'une nouvelle génération plus détachée que ses maîtres des grands paradigmes historiographiques de la fin de la période tchécoslovaque. Et c'est à partir de l'émergence de cette... Alors, je m'excuse d'avance auprès d'Adam, mais Adam fait une très jolie introduction, courte mais très éclairante, très suggestive, dans cet ouvrage-là, voilà. Dans lequel il évoque cette question générationnelle, qui est vraiment une question, de mon point de vue, tout à fait fondamentale, avec un glissement progressif. Mais attention, il y a des accompagnements, ce ne sont pas des ruptures, ce sont des accompagnements. Et donc, à partir de ce moment-là, les objets d'étude se sont considérablement élargis, avec une irruption et une irruption de travaux très importants en histoire culturelle ou en histoire sociale, des travaux sur les rituels politiques ou sociaux, des travaux sur les femmes, bien entendu, hein, une histoire slovaque, j'allais dire genderisée, mais pas tout à fait, mais en tout cas une vraie ouverture, et puis accompagné d'une nouvelle lecture sur les grandes figures nationales. C'est à partir des années 2010 qu'on voit apparaître une nouvelle approche sur des grandes figures comme celle de Stur, par exemple, qu'on voit apparaître des ouvrages importants de réflexion sur les axes structurants de l'histoire slovaque, une prise en compte de l'histoire régionale à un bon niveau, notamment parce que certaines équipes de recherche ont émergé, je pense en particulier à ce qui se produit à Prešov ou maintenant à Košice, voilà, des équipes qui ont émergé. Et puis, une réflexion, alors là, qui vraiment me paraît très importante, c'est non pas seulement une évolution thématique, mais aussi une nouvelle approche des repères chronologiques. En fait, la mise de côté des repères chronologiques politiques classiques. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, on était plutôt dans un élargissement des objets, mais dans une chronologie classique très marquée par le cadre politique. Depuis la deuxième moitié des années 2000, il me semble que une nouvelle approche a été comment dire, une nouvelle évolution a été franchie, avec des travaux qui sont thématisés à l'échelle de l'histoire longue, moderne et contemporaine slovaque. Je dirais que cette nouvelle approche, elle a été ouverte avec deux petits ouvrages, mais qui me semblent importants. Mity naše slovenské, nos mythes slovaques de 2005, et Storočie propagandy, Slovensko v osídlách idéologií, tout aussi de 2005. Pour moi, on peut considérer ces travaux comme les marques d'un basculement, en fait, ou des ouvrages de transition, de sortie de certains paradigmes qui ont été épuisés dans les années 90, ou de transformation de ces paradigmes. Et ces deux ouvrages sont très intéressants. Ils sont composés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'entrées qui réunissent des figures de proue de l'historiographie des années 90, les Kamenets, les Liptak, les Barnowski, les Bistritsky, enfin voilà, vous les connaissez, et puis une partie de leurs étudiants. Et donc on pourrait considérer que finalement ces ouvrages fonctionnent un peu comme un passage de relais
en fait, entre une génération qui a porté l'historiographie de la fin de la période communiste jusqu'au début des années 2000 et de cette nouvelle génération qui commence à être formée, qui commence à produire à ce moment-là. Et ces deux ouvrages, ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'a semblé que quand j'étais à Bratislava à cette période, on les voyait partout. C'était des ouvrages qui étaient particulièrement visibles, particulièrement bien distribués, alors que ça n'était pas le cas de tous les travaux de l'Académie des sciences. Et il m'a semblé, pour en avoir discuté avec des collègues à ce moment-là, que c'était vraiment, il s'agissait d'outils importants pour l'Académie des sciences dans une perspective de diffusion large. Ce qui me confirme dans l'idée de ce basculement, de cette évolution importante, c'est deux ouvrages très récents. Alors, je suis vraiment désolé parce que je vais encore citer Adam, mais deux ouvrages très récents qui je pense, plus particulièrement marquants. Dans cette perspective très thématisée, d'une approche large sur la longue durée de l'histoire slovaque, avec des angles très nouveaux, avec une approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. C'est deux ouvrages. Le premier, c'est celui qui a été coordonné par Laszlo Vörös et Peter Scholtes, Korupcja, de 2015. Et puis le second, tout récent, coordonné là aussi par Peter Scholtes, mais aussi par Adam Hudek, Elitia kontra elity na Slovensku v 19. a 20. storočí. En fait, ces deux ouvrages sont très importants de mon point de vue sur un plan historiographique, parce qu'en fait, ils balayent un spectre très large et très cohérent, qu'ils sont imprégnés par les nouvelles approches méthodologiques et qu'en fait, ils renouvellent considérablement l'historiographie slovaque, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et puis, s'il me reste une petite minute, peut-être signaler quand même qu'il y a un sujet qui me semble important, que je vais évoquer vraiment de façon beaucoup plus rapide, c'est la question de l'écriture biographique. La Slovaquie s'est inscrite de longue date dans un modèle biographique qui relève de la géographie. C'est un phénomène qui a été analysé par les historiens slovaques, qu'ils connaissent bien, et on en trouve de nombreuses traces dans beaucoup de volumes qui ont été édités pendant une vingtaine d'années après le changement de régime. Je pense par exemple aux volumes qui sont édités par l'Institut d'histoire, l'Institut de sciences politiques, de l'Académie des sciences. Mais en même temps, ces dernières années, on a vu apparaître des travaux à ambition biographique de très grande qualité sur des figures importantes du Panthéon national et qui sont des travaux beaucoup plus critiques, qui mettent beaucoup plus à distance ces grandes figures. Je pense au Stur de Demel, je pense au Hlinka de Holec, je pense au Stefanik de... Mon Dieu, ça m'échappe. C'est Karol Holý qui a fait non, c'est Macho, le Stefanik de Macho, qui sont en fait des travaux de déconstruction, de mise à distance, qui là encore témoignent d'une grande évolution méthodologique, d'une capacité d'analyse bien plus intéressante que ce qu'on pouvait trouver il y a 20 ou 30 ans. Voilà le panorama insuffisamment enthousiaste que j'ai dressé de ce que je peux ressentir de l'évolution des travaux des historiens de l'Académie des sciences principalement en histoire slovaque. Merci beaucoup. Merci Étienne. En tout cas, ce que vous dites montre que malgré les difficultés institutionnelles et le sous-financement chronique, l'historiographie slovaque est en fait très très riche. Et ce qui serait intéressant de questionner, c'est cette éventuelle déconnexion en fait entre l'évolution des travaux, les contenus des recherches et les cadres institutionnels qui permettent ou entravent ces mêmes recherches. Pour terminer donc ce tour de parole, Dagmar Kusa, J'appréciais beaucoup vos interventions parce que à l'intérieur, on voit la situation de manière encore plus négative que la réalité. Donc, je suis contente d'écouter les opinions de l'extérieur. Permettez-moi donc de vous présenter ce que nous avons réalisé en 30 ans. Aujourd'hui, non seulement la Slovaquie, mais globalement, la recherche est très souvent mise en question. Les informations sont très souvent dévalorisées. Mais il ne faut pas céder
il ne faut pas avoir des lunettes noires, c'est-à-dire voir les choses seulement de manière négative. Dans mon intervention, je vais me focaliser sur l'analyse de la situation actuelle en Slovaquie. Mon intervention va porter sur notamment les réformes en cours et je parlerai de la qualité de l'enseignement, toujours dans le contexte des réformes en cours. C'est mon sujet qui me tient beaucoup au cœur. Je toujours mets beaucoup d'emphase sur la notion de la qualité. J'expliquerai peut-être quels sont les plus grands défis des réformes. Moi, personnellement, je suis un outsider si je me compare avec mes collègues qui sont à la table ronde. Je ne travaille pas soit au sein d'une institution publique ou d'une université d'État. Je suis un politologue de formation. Après, pendant 12 ans, j'étais aux États-Unis, à Boston. Avant de regagner ma Slovaquie natale, j'ai rejoint cette école de hautes études politiques. Pour cela, je me suis présenté ou défini comme un outsider parce que j'ai toujours la possibilité de voir les choses de l'extérieur. Donc, je parlerai de l'angle de la politologie parce que la politologie slovaque, sa situation est très éloquente sur la situation actuelle en Slovaquie. La chaire qui est la mienne a été créée par mon père qui est derrière moi sur la photo, le département des sciences politiques. J'ai suivi de près les activités de mon père et au moment de mes études, mon père m'a suivi de près et il était vraiment sévère avec moi. Notre école, notre département a été créé sur le terrain vierge, mais en même temps, nous avons dû intégrer quelques enseignants-chercheurs qui étaient marxistes-léninistes. Donc, imaginez créer un nouveau département sur le terrain vierge et avoir pour collègues les enseignants-chercheurs du département du marxisme-léninisme d'avant 89. Donc, je me suis retrouvé dans le monde académique avec un certain climat, avec une certaine atmosphère, avec un certain héritage qui existe jusqu'à aujourd'hui. Les départements des sciences politiques ont apparu en Slovaquie après 89. Ces départements reflétaient beaucoup la situation en Slovaquie dans les années 90. Je fais allusion au mečiarisme, je fais allusion à l'arrivée des idées néolibérales. C'était au milieu des années 90. Il y avait certains sujets qui n'existaient pas dans la politologie. La politologie des années 90 s'est trop focalisée sur la Slovaquie, sur la culture dans la politique, sur les élites politiques slovaques, la position de la Slovaquie, c'est-à-dire il y avait une image assez étroite prise par la politologie slovaque.
aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant. Nous avons réalisé un grand progrès. Nous avons des nouveaux collègues qui ont déjà fait leurs études à l'étranger. Ils sont aujourd'hui de retour. Ils travaillent avec nous et ils n'ont pas ce fardeau, cet héritage des années 90. Mais ce que je peux constater, il y a une certaine fragmentation. Et cela n'est pas le cas seulement du département des sciences politiques, c'est la situation générale. Les universités, les écoles, les établissements sont morcelés, sont fragmentés, ce qui empêche la coopération. C'est une véritable lacune. C'est un aspect qu'il faut rattraper coûte que coûte. Et c'est surtout dans la politologie. Nous n'avons pas, par exemple, un revue de prestige qui soit indexé, qui soit référencé à l'international. Et cela, faut vraiment changer dans l'avenir. Il y a la fuite des cerveaux. La politologie est également concernée. Il y a certains qui sont allés faire leurs études en France, entre autres pays, mais ils ne reviennent pas, ils y restent, ce qui diminue la qualité ou le potentiel intellectuel. Cette situation, cette fuite de cerveau renforce la paresse parmi ceux qui restent. Ils n'ont pas de concurrence, ils n'ont pas de grands défis devant eux. Le changement des générations est assez lent. Les étudiants adoptent très facilement cette culture de non-activité, cette culture de paresse. Voici la situation. Il a été dit à quel point la recherche est sous-financée. C'est quasiment la moitié de la moyenne européenne. Et la qualité des résultats scientifiques est très éloquente de cette pénurie de finances, le 23e rang. Qu'est-ce que je devrais ajouter encore? La Slovaquie détient la 23e place quant à la citation de nos chercheurs, de nos scientifiques dans les revues scientifiques référencées. Le pain quotidien des chercheurs dépend de leur activité dans les projets internationaux. Ils sont poussés à entrer dans les projets, mais la situation n'est pas idéale. Au moins 50% de chercheurs sont impliqués dans les schémas de subvention nationaux, dans les schémas de subvention slovaques, comme par exemple VEGA ou APVV, mais ces contributions nationales sont vraiment très basses. Quand je discute avec mes collègues de l'Académie slovaque des sciences, la paperasserie inimaginable. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir un assistant technique. Les chercheurs, ils passent leur temps avec les marchés publics, avec les documents, avec les factures. Toute la paperasserie prend beaucoup de temps et très souvent, ils doivent payer des projets, le fonctionnement de leur établissement, d'où la pénurie d'argent pour le projet même, pour l'objectif du projet. Et pour nous,
Pour ceux qui ne travaillent pas au sein des universités publiques, notre situation est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la réputation des écoles privées ou non publiques est vraiment mauvaise, et à juste titre. Mais après, ceux qui offrent la qualité souffrent beaucoup de cette mauvaise réputation. Cela se reflète sur la participation aux projets internationaux, comme par exemple Horizon 2020. La Slovaquie n'est pas capable d'absorber les ressources qui proviennent de ces schémas. À l'échelle des pays de V4, la Slovaquie est vraiment le mauvais élève. La Slovaquie obtient beaucoup moins de contributions ou de cofinancement que les autres pays. J'ai quasiment épuisé mon temps. Pour cela, je dirais quelques mots encore sur la qualité de l'enseignement et de la recherche, surtout de la recherche. Là, je vois le problème suivant, que quand on évalue la qualité, on fait de l'amalgame entre la recherche et les activités pédagogiques. Un enseignant-chercheur, il est évalué en fonction du nombre d'articles scientifiques et non pas la qualité de son enseignement. Donc, les chercheurs, et ils publient dans les revues de mauvaise qualité, dans les revues prédateurs, et il y a des ententes illicites. Je te cite, et à ton tour, toi, tu me citeras dans ton truc pour avoir le nombre de citations suffisantes. Cela va au détriment de la qualité des résultats de la recherche et aussi les qualités pédagogiques des employés des universités laissent à désirer. Quant aux réformes qui sont en cours en République slovaque, il y a plusieurs réformes. Il y a un projet de loi sur les établissements d'enseignement supérieur en Slovaquie qui propose plus de compétences aux recteurs et au conseil d'administration pour assurer la surveillance externe ou pour exercer une certaine tension sur le management des universités. Et ce projet de loi propose la fusion de certaines universités pour qu'il y ait au moins quelques universités slovaques parmi les 500 meilleures universités du monde. Après, Slovaquie moderne avec du succès, c'est le titre d'un projet. Et il y a le plan de relance également qui a son volet enseignement supérieur. Surtout, ce plan de relance veut empêcher la fuite des cerveaux et veut faire revenir certains chercheurs de l'étranger. Toutes ces réformes, bien sûr, contiennent aussi des éléments positifs, mais vu la culture politique et très peu de confiance et la paresse que j'ai déjà mentionné, ou beaucoup de conflits entre les centres, c'est une spécificité slovaque. Je suppose que ce fléau n'existe pas ailleurs, que les chercheurs ne s'aiment pas et qu'il y a une animosité farouche entre les instituts de recherche. Je suis contre la fusion mécanique sans logique parce que cela ne résout rien.
Mais si on regarde ce qui se passe en Hongrie, l'ingérence politique dans la liberté académique ou par exemple ingérence dans les conseils d'administration des instituts de recherche hongrois, quand on regarde la situation, nous donne des frissons. Si ce qui est proposé par les réformes n'ira pas à l'encontre de notre objectif, si ces réformes ne renforceront seulement la politisation du monde académique. Merci. Une première question à une première intervenant, Peter Terem, que j'ai un petit peu posé tout à l'heure, mais c'est un constat que vous avez tous fait, le sous-financement de la recherche, des gouvernements sourds, aveugles aux besoins de la communauté académique, mais qui posent toujours le gouvernement comme étant un acteur extérieur au monde académique. Or, on sait aussi qu'en Europe centrale, comme dans d'autres pays, beaucoup de chercheurs sont entrés en politique, ont pris des positions de pouvoir à un moment donné dans l'histoire récente. Comment expliquer cette incapacité peut-être du monde académique aussi à peser sur les choix politiques et les choix gouvernementaux? J'ai une deuxième question plus pour Adam Rudek. Vous avez évoqué tout à l'heure que finalement la Pologne et la Hongrie en quelque sorte pesaient sur la perception qu'on pouvait avoir de la Slovaquie ou des chercheurs slovaques à l'étranger. Comment sortir de cette ombre portée du raidissement politique et de l'emprise du politique sur la recherche et la science en Hongrie et en Pologne? Question à Étienne Boisserie. J'aimerais que vous reveniez justement sur ce qui apparaît comme un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on a donc des fermetures, des pesanteurs pour une recherche riche, autonome, substantielle, et pourtant vous constatez qu'il y a une évolution, au moins dans l'histoire, dans la discipline historienne, qui sont quand même extrêmement riches, et vous dites c'est peut-être tout simplement lié à un phénomène générationnel. J'avais envie d'en savoir un peu plus et peut-être de prendre l'opinion aussi des autres panélistes sur cette question. Et enfin, Madame Coussa, vous êtes donc très investie dans les questions de qualité de l'enseignement et en même temps, vous portez le fer en quelque sorte à la fois sur la situation actuelle, sur la manière par exemple dont le gouvernement ne suscite pas assez les mobilités internationales des Slovaques et l'insertion de la Slovaquie dans un espace de la recherche plus large. Vous faites référence aux contraintes bureaucratiques et en même temps, nous, on est bien placés en France pour savoir, par exemple, que ça n'est pas parce qu'il y a une évaluation continue de la recherche, une hiérarchisation des revues, qu'il y a une espèce de contrôle qui s'établit sur l'ensemble de nos productions, que pour autant, ça permet une recherche de qualité. D'ailleurs, on serait même enclin parfois à revendiquer, non pas un repli national, mais une autonomie dans la manière dont on évalue une recherche, en insistant plutôt sur les questions qualitatives plutôt que sur une approche quantitative. Du coup, comment sortir de ce paradoxe et quelles seraient les conditions pour vous d'un enseignement et d'une recherche de qualité? Voilà 4 questions pour lancer le débat. Merci beaucoup de votre question. Je vais essayer d'être succincte et je vais profiter de la présence de mes collègues historiens parce que je vais en fait attirer l'attention sur les racines historiques de ce problème de la sous-estimation de la recherche et de l'enseignement. On sait tous que la société slovaque depuis toujours était une société rurale. Les villes se sont développées beaucoup plus lentement et l'urbanisation est beaucoup plus lente par rapport à la République tchèque ou les autres pays occidentaux. Et pour moi, c'est un facteur important dans la manière dont la société évalue l'importance de la science et de la recherche. Chez nous, c'était toujours les arts, les métiers qui étaient préférés, les agriculteurs,
les artisans qui étaient toujours préférés, donc c'était la vie slovaque. Et, en fait, les villes étaient développées surtout par les Allemands et les Hongrois. Et donc, après 1918, c'est aussi l'intelligence slovaque qui a commencé à se constituer. Mais pendant la Tchécoslovaquie, la Slovaquie était un peu mise du côté. Et en fait, comme les fonctionnaires hongrois sont partis, il fallait mettre aussi les fonctionnaires tchèques en Slovaquie parce qu'il n'y avait pas de fonctionnaires ou les gens qui étaient capables de le faire en Slovaquie. Et en fait, le caractère rural de la société détermine beaucoup la manière dont la valeur de la recherche et de la science est évaluée en Slovaquie. Ensuite, c'est la prolétarisation de la société après 48-49. Donc, bien sûr, le Parti communiste a préféré les ouvriers, les agriculteurs. Et en fait, l'intelligence, c'était les gens qu'il fallait qu'ils existent, mais en fait, ils n'étaient pas très importants. Donc, en fait, l'importance de l'intelligence était assez restreinte. Donc, les pays qui investissent ou alors les investissent dans la science et la recherche, c'était plutôt dans les sciences naturelles et techniques. Les sciences sociales et humaines sont toujours parmi les dernières, même dans les pays qui investissent plus dans la science. Donc, en fait, c'était la sous-estimation des élites politiques et leur importance dans l'enseignement, la science et la recherche. C'était une question marginale qui n'apportait pas de capital politique. Et donc, toujours après les élections, le ministère de l'Éducation nationale était toujours attribué pour punir, en fait, parce qu'en fait, ça n'apportait pas le capital politique. Donc, c'est une chose que je voudrais souligner. Donc, en fait, toujours le domaine de l'enseignement et de la recherche était marginalisé, n'était pas intéressant. En ce qui concerne le monde académique, notre rôle en tant qu'académicien et chercheur, oui, il y a des réserves. Il faut être critique, autocritique. Donc, peut-être on devrait puiser les sources d'inspiration en France parce que le monde académique réagit de manière très sensible à tous les changements dans les paradigmes de la science et de la recherche. Donc, c'est quelque chose qui devrait servir de source d'inspiration pour nous. Ceci ne concerne pas seulement l'enseignement, la science, la recherche. Moi, je parlais avec les conseils du Premier ministre, M. Dzurinda, quand il était confronté au forum international, il lui posait la question suivante. Comment vous le faites en Slovaquie? Vous réalisez les réformes très radicales qui ont un impact très dur sur la population, mais vous n'avez pas de manifestation, vous n'avez pas de grève. Même les gens de Turquie, de Pologne, de Costa Rica ont posé ces questions parce qu'ils voyaient que la réaction en Slovaquie n'est pas adéquate par rapport aux mesures prises par le gouvernement. Et c'est une spécificité slovaque parce que les réactions plus radicales, grève générale, etc., dans l'étendue qui existe dans les pays occidentaux, en Slovaquie, ça n'existe pas. Pendant les manifestations en 2018, quand il y avait 10 000, 20 000, 30 000 participants dans les manifestations à Bratislava, à Košice, et les gens de l'étranger m'ont posé la question combien il y a d'habitants à Bratislava, par exemple. Donc, le nombre de gens qui sont venus à la manifestation leur paraissait trop faible par rapport au nombre d'habitants. Donc, il faut faire beaucoup plus pour accentuer la valeur et l'importance de l'enseignement, de la science et de la recherche. Donc, on a des réserves. Il y a des marges de perfection. Je pense que
sciences politiques sont conscientes de l'importance de ce secteur. Donc, il faut qu'on s'améliore nous aussi. Très brièvement, la Pologne et la Hongrie. C'est évident, la science hongroise, la science polonaise sont beaucoup plus fortes pour des raisons historiques, mais non seulement. C'est la mathématique simple. Il faut compter, il y a beaucoup plus de candidats pour chaque poste à pourvoir. Vous voyez l'exemple tchèque. Par exemple, l'Institut où je travaille, nous avons 80 employés et nous couvrons l'histoire entière de la Slovaquie, l'Académie des sciences tchèques, 3 instituts historiques. Donc, d'où moins de succès, moins de visibilité pour la science slovaque. Et quand je parlais de cet intérêt accru pour l'Europe centrale, cet intérêt est dû aux événements, surtout en Hongrie. Le monde commence à s'intéresser au populisme d'Orban. Les chercheurs un peu du monde entier commencent à s'intéresser au populisme d'Orban, comme par exemple dans les années 90 en Slovaquie, pendant la période Mečiar. Ils ont forgé une nouvelle expression, la première démocratie illibérale ou non libérale. C'était la démocratie de Mečiar. Donc, si la Slovaquie suivait le destin de la Hongrie, moi, je ne changerai pas la situation actuelle avec ce qui se passe en Hongrie. Jamais. Il y a une question de M. Kshinian. Je voudrais réagir à M. Terem. Je suis entièrement d'accord avec vos arguments, mais il est un peu contre-productif de souligner les investissements dans le domaine de la recherche et des sciences comme un moyen de développement économique, parce que certaines valeurs, comme par exemple pensée économique, devraient être cultivées par les sciences humaines. Il est très difficile de démontrer par les statistiques la pénurie de cette manière de penser. Ce n'est pas une critique, c'est peut-être une constatation. Je suis absolument d'accord. Je m'intéresse à ce que tu as écrit, Michal. Je me suis peut-être trop concentré sur certains détails, certains éléments dans mon intervention, bien évidemment. L'état de la recherche et de l'enseignement est un facteur de stabilisation du pays. Et j'ai constaté une disproportion entre l'état des sciences naturelles et l'état des sciences humaines. Si la société entière avait un socle commun ou des connaissances de base en sciences politiques, cela changerait tout dans la société. Nous avons fait une faute après 89 parce que tandis que avant 89 le résultat de l'enseignement aurait dû être un bon ouvrier qui ne réfléchit pas mais qui travaille, et nous n'avons pas changé ce paradigme. Aujourd'hui, comment nous définissons un bon élève? C'est celui qui est capable, devant le tableau noir, dire le poème entier, dire la définition. Mais la question de base devrait être pourquoi et non pas quoi. Nous n'avons pas changé de paradigme. Moi, je suis issu d'une famille d'enseignants. Mon grand-père était déjà enseignant. J'ai consacré ma carrière entière à la recherche dans le domaine
de la pédagogie et dans le domaine de l'enseignement. Donc, pour te répondre, je suis d'accord avec toi. Avant de donner la parole à Étienne, il y a une autre question de la part de Monsieur Philippe qui, en substance, j'ai essayé de traduire moi-même, mais avance que est-ce que ce sous-financement n'est pas finalement une manière d'enrichir une oligarchie, une couche oligarchique, et d'optimiser en fait le propre profit de la couche oligarchique qui dirigerait le pays? Et ça expliquerait le sous-financement dans la recherche. Est-ce que vous iriez jusque-là ou est-ce que vous considérez ce propos peut-être un petit peu trop radical? Parce qu'en fait, en gros, il y a un lien entre ce qu'on pourrait qualifier de corruption, d'appropriation de l'État et de l'argent public par des fonds privés, au profit de personnes privées, au détriment finalement d'intérêt général. Sur la question générale, avant de répondre à la question que vous m'avez posée initialement, Jérôme, sur la question générale, je pense qu'il y a, enfin, encore une fois, je vois ça de l'extérieur. Je ne suis pas sûr que la Slovaquie fasse partie des pays centro-européens qui se sont construits autour d'institutions de recherche, j'allais dire mentalement, moralement. Le paysage académique slovaque est un paysage académique très récent. Le paysage universitaire est récent. Le paysage académique est récent. Le personnel politique est d'un type très particulier. Et je pense que ces éléments combinés, il y en a certainement d'autres, hein, que ces éléments combinés font de la science et de la recherche en Slovaquie un objet un peu étrange pour les politiques. Je veux dire, il n'y a pas l'équivalent de ce qui existe en Pologne. Il n'y a aucun Slovaque qui a créé le musée national en 1802 comme Széchenyi à Budapest. On n'a pas évidemment les institutions culturelles autrichiennes en Slovaquie. Donc on est dans un paysage où la science et la recherche occupent une place sans doute moindre initialement, et avec des institutions jeunes. Pour ce qui est de l'historiographie, une historiographie jeune aussi, globalement. Hein, et donc peut-être qu'en fait, il y a une sorte d'invisibilité de ce domaine-là. Pour répondre à la question que vous m'avez posée sur le paradoxe entre ce que les pesanteurs qui ont été décrites par les collègues, dont j'avais évidemment entendu parler, que j'avais pu constater moi-même, et puis en même temps l'évolution très riche. En fait, je pense que, évidemment, je parle du point de vue d'un historien. En fait, l'histoire est une science peu coûteuse. Il n'y a pas besoin d'avoir des budgets faramineux pour faire de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir des budgets faramineux pour réfléchir et pour s'imprégner et que cette imprégnation débouche sur des travaux nouveaux. Moi, il me semble que le problème central, c'est évidemment la capacité Adam l'a très bien évoqué, c'est la capacité à s'insérer de manière institutionnelle, forte, avec un certain type de sujet, et en l'occurrence l'histoire slovaque, c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est un point. Et puis, il y a un problème très important, je crois, enfin, tous les historiens slovaques en sont conscients, c'est le problème de la diffusion des travaux. Il y a une difficulté de diffusion des travaux, ne serait-ce que pour faire rayonner les travaux des historiens ou des académiciens dans les disciplines des sciences humaines. Il y a une difficulté de diffusion de ces travaux, de valorisation de ces travaux, de mise en avant de la dynamique de la recherche. La plupart des travaux dont je vous ai parlé, c'est pour ça que j'ai souligné l'importance de Mitina Československé et de Storočie Propagandhi, c'est parce que ces travaux-là, comme quelques autres, ont bénéficié d'une très grande diffusion. Mais c'est très rare. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai été à Bratislava, où j'ai commencé à tourner dans les librairies et à acheter tout ce que je trouvais de nouveau. Et en fait, je trouvais 2, 3, 4 livres. Et quand j'arrivais à Klemenčová, il y avait 15 nouveaux livres qui étaient sortis, en fait, et que j'ai jamais vus en librairie. Donc, en fait, si les travaux des chercheurs sont peu visibles, il n'est pas très étonnant, en fait,
qu'il y ait une difficulté à peser. Alors moi, je le vois que pour l'histoire, hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres grands champs disciplinaires. Il y a un outil, je m'excuse, je suis un tout petit peu long, il y a un outil très important qui a été mis en place par les jeunes chercheurs de l'Académie des sciences. C'est le Forum Historiae. C'est très important pour diffuser dans des cercles, dans des cercles académiques, effectivement, mais ça ne permet pas, et franchement, je pense que c'est une ressource exceptionnelle, hein, mais ça ne permet pas de rayonner au-delà, en fait, sans doute. Personne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Slovaques qui aillent sur le site télécharger le PDF du dernier livre de Michał Krzinian, par exemple, pour le citer, puisque je suis content de voir qu'il est là. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de voilà. Donc les outils sont en partie insuffisants. Je pense que la question de la visibilité ne résout pas tout, mais elle est importante pour poser la recherche slovaque dans le paysage. Et surtout parce que la classe politique slovaque, je ne pense pas être tout à fait insultant en disant qu'elle ne brille pas par son background académique. Ce qui ne la rend pas spécifique. Non. C'est vrai. Dagmar, peut-être si vous voulez intervenir. Il y a peut-être aussi, dans ce que vient de dire Étienne, une spécificité de l'histoire, hein, comme discipline. On voit bien les trajectoires très, très différentes de l'histoire et la science politique. Une discipline des sciences sociales et humaines reste coûteuse parce qu'il faut créer des postes, financer des salaires, financer des institutions, des enseignements. Donc, je comprends bien qu'en termes d'accès à des terrains, aller dans les archives, c'est pas très coûteux, mais en réalité, c'est quand même un investissement. Vous avez tout à fait raison. Les élites politiques slovaques, vous avez très bien constaté qu'ils ne brillent pas, les hommes politiques slovaques. Imaginez que ce sont eux qui veulent mettre en œuvre les réformes. Il y a voire ceux qui n'étaient pas capables de rédiger eux-mêmes leur mémoire de fin d'études. Le plagiat est vraiment répandu parmi les hommes politiques slovaques et cette situation a des répercussions sur la situation de l'enseignement slovaque. Mais pour vous répondre à votre question quant à l'évaluation du processus de l'enseignement, il faut prendre en considération toujours la qualité du processus pédagogique quand on évalue les universités, quand on évalue la communauté académique, parce que c'est quand même l'Union européenne qui souligne les outils pédagogiques et leur évaluation. C'est l'Union qui se focalise sur les capacités, sur le profil de jeunes diplômés, à quel point le jeune diplômé est capable d'utiliser ses connaissances après l'obtention de son diplôme. En Slovaquie, nous restons seulement sur le point des déclarations, wishful thinking, les intentions, les grandes déclarations, les grandes intentions, mais dans le projet des réformes, je n'ai pas trouvé les recommandations de l'Union quant au profil du diplômé des universités. Il faut changer le paradigme. Il ne faut pas se focaliser sur le rendement, il ne faut pas chercher seulement le profit. Et je le souligne encore une fois, ce que je ne trouve pas dans le projet des réformes, c'est l'évaluation de la qualité de l'enseignement. Rien de tout. Et pour cela, je n'ai pas d'espoir.
Pour cela, je me permets de constater que les réformes ne changeront pas grand-chose. Plutôt, il s'agira d'un processus long sans un véritable résultat parce que ces projets de réforme ne changent pas la volonté des gens à être plus performants, à s'intéresser davantage à ce qui se passe au-delà de la Slovaquie. Voilà. Parce que moi, je me pose une question quand même, Madame Coussa, parce que l'européanisation, les procédures d'évaluation qui sont mises en place dans le cadre des réformes des différents enseignements supérieurs et de la recherche dans plusieurs pays, sous couvert justement d'européanisation, de compétitivité internationale, sont aussi mal perçues par la communauté académique, car elles importent dans le monde académique des logiques qui viennent plutôt du secteur privé. L'évaluation tout azimut, fondée sur des indices, sur des approches strictement quantitatives, la hiérarchisation des chercheurs les uns par rapport aux autres, qui en fait entrent dans une compétition pour obtenir des grants européens. Alors, ça a certainement beaucoup d'effets, disons, d'émulation, mais ça a aussi des effets secondaires, en quelque sorte, des effets délétères, en quelque sorte, aussi sur la cohésion, la solidarité, d'autres types de valeurs qui sont tout aussi importantes dans le monde académique, qui ne sont pas seulement celles de la recherche du succès au niveau européen, de l'obtention du plus grand grant possible. Vous voyez ce genre de choses. Et c'est vrai que, par exemple, en République tchèque, mais je crois qu'on dessine le même chemin en Slovaquie. Par exemple, les laboratoires ou les chercheurs ont des dotations ou des salaires relativement modérés, pour ne pas dire faibles, qu'ils peuvent augmenter et accroître en fonction de leur succès sur la scène européenne, en fonction de leur capacité à publier dans des revues internationales. Et ça produit aussi des inégalités et donc des effets induits dans les laboratoires. En France, une partie de la communauté universitaire est vent debout contre ces évolutions, critique ces évolutions, parce qu'elle estime qu'elle est seule à même de s'autoréguler, d'imposer ses propres règles. Et ce sont des débats qui, à mon avis, ont tout intérêt à être pensés ensemble, de part et d'autre, disons, la frontière, entre guillemets, entre l'Europe occidentale, c'est-à-dire plus anciennement entrée dans l'Union, et l'Europe dite post-communiste, parce que certainement que des intérêts communs et des perspectives communes devront être à un moment donné partagés. C'est vrai que le débat, on ne le perçoit pas toujours pareil en fonction du pays dans lequel on se trouve, alors même que ce qui nous réunit tous, c'est tout de même un objectif de qualité dans l'enseignement, vous avez tout à fait raison, mais aussi dans la recherche. Écoutez, sans le vouloir, c'est moi qui ai conclu, j'en suis désolé, parce que nous allons devoir rendre l'antenne, comme on dirait si on était à la télévision. Je voudrais quand même prendre 30 secondes pour remercier l'ensemble des personnes qui ont permis et rendu possible cet événement.